Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le mercredi 4 décembre 2018. Alors tout d'abord, je souhaite m'excuser pour ceux qui n'ont pas pu accéder au webinaire hier. J'ai eu un problème, une erreur de gestion du webinaire. Donc voilà. Aujourd'hui sera le dernier webinaire de la semaine puisque je serai absent donc à partir de demain. Donc retour des webinaires, enfin de mes points de marché ensuite lundi, mais vous retrouverez Yoav Nizar pour ces points de marché comme vous savez, le mercredi, mardi, mercredi et jeudi à 13 heures, heure française. Voilà, donc ce matin, nous allons avoir un focus particulier sur la courbe des taux qui s'aplatit de plus en plus. Comme vous savez, la courbe des taux, ça a été un indicateur assez fiable pour prédire d'une récession américaine et qui a généralement provoqué un crack des marchés. Donc la courbe des taux, la plus regardée, c'est la différence entre le rendement à 10 et 2 ans américain. Et cette différence de rendement, eh bien, doit être positive. Le rendement à long terme doit être supérieur au rendement à court terme, puisqu'il y a une prime qu'on appelle de risque. Quand on prête de l'argent sur du long terme, il y a concrètement plus de chances que ce pays ou cette entreprise fasse défaut. Voilà. Donc, quand on a un inversement de la courbe des taux, c'est en fait le rendement à court terme qui est plus cher que le rendement, enfin qui est plus important que le rendement à long terme. Ce qui veut dire que le marché a moins confiance en l'état de enfin à l'avenir proche de l'économie que de l'avenir que de l'avenir lointain. Voilà. Donc on a ce rendement, enfin cet écart de rendement qui est de 15 points de base, qui est très très faible, compte tenu du fait que la courbe des taux déjà entre le 2 ans et le 5 ans s'est inversée hier, enfin ce matin, le 3 ans et le 5 ans hier. Donc voilà, on a vraiment un aplatissement de plus en plus de la courbe des taux. Bon, alors bonjour à vous Brice, bonjour Denis, j'espère que vous allez bien. Raymond, Edgy, Jean-Marc, Louis que je salue également. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce matin le yen surperforme et le dollar est en baisse. Parce que le yen c'est là avec des majuscules, devise refuge par excellence. On a le dollar US, oui, mais dès qu'on a des craintes sur l'économie américaine, avec cette fameuse courbe des taux, eh bien le yen devient demandé, puisque finalement, c'est pas l'euro qui va être une devise refuge dans ce contexte. Voilà, donc le yen surperforme ce matin à cause de ces risques. Alors, la courbe des taux a chuté hier, hein, elle est passée de à peu près 22 points de base à 15, ce qui est énorme, en raison principalement d'une diminution des anticipations d'inflation des investisseurs. Alors ça peut paraître un petit peu voilà du chinois dit comme ça, mais si vous voulez, on a le marché sur des contrats à terme anticipe l'inflation. Donc il y a des anticipations d'inflation pour dans un an, par exemple. Quelles sont les anticipations d'inflation? Et en fait, ces anticipations d'inflation diminuent. Et là où il y aurait un certain, voilà, une panique importante, c'est si cette anticipation d'inflation descend sous 2%. Parce que si cette anticipation d'inflation descend sous 2% d'ici un an, enfin pour les anticipations d'inflation pour un an passe sous 2%, c'est-à-dire que le marché n'attend plus de hausse des taux, puisque si on a une inflation qui descend sous 2%, ça m'étonnerait que la Fed procède à des hausses des taux. Donc voilà, on a diminution des anticipations d'inflation, principalement en raison de la chute des cours de pétrole, mais on a également en raison, si on regarde les indices core, l'indice d'inflation core aux États-Unis, pardon, on a également un ralentissement de l'inflation core. Donc voilà, ça vient des deux côtés au niveau des prix volatiles comme l'énergie, mais également de l'inflation, on va dire domestique entre guillemets. Voilà, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue la salle trading, Brice, bonjour à vous, Denis, Raymond, Edgy que je salue également, Jean-Marc, Loïc et Brigitte de même. Voilà, on va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors, briefing de l'actualité, c'est assez rapide. Au niveau de l'Italie, on a le président du Conseil italien qui a indiqué au quotidien à venir ce matin, qui présentera dans les heures qui viennent un projet de budget pour éviter une procédure disciplinaire de l'Union européenne. On n'a pas eu d'impact pour le moment sur le spread BTP Bund, donc voilà, le marché est en suspens.
Concernant le Brexit, on a le Parlement britannique qui entame aujourd'hui 5 jours de discussion intense sur l'accord de Brexit avant un vote vraiment historique le 11 décembre, donc c'est mardi de la semaine prochaine. Concernant la zone euro, on a la croissance de l'activité manufacturière en novembre qui est ressortie à son niveau le plus bas depuis plus de 2 ans. Et par contre, à l'inverse, au niveau des États-Unis, on a l'indice ISM manufacturier américain qui a fait ressortir une accélération de la croissance inattendue. Mais par contre, on a des dépenses des constructions aux États-Unis qui ont baissé pour le 3e mois de suite en octobre. Et enfin, concernant la RBA, comme prévu, un statu quo. La RBA qui a annoncé qu'elle maintenait son principal taux directeur à 1,5% et le marché n'attend pas de hausse des taux avant 2020. Donc ça, c'est la probabilité donnée par Reuters. Au niveau de ce qui s'est passé hier et ce qui se passe ce matin, donc jusqu'à la fin de la séance américaine, on avait l'appétit pour risque généré par la trêve commerciale entre Donald Trump et Xi Jinping. Nasdaq, S&P, Dow Jones, vous voyez, qui ont vraiment fortement progressé. Le DXY qui a reculé grâce à cet appétit pour risque. Ce matin, le DXY continue à reculer, pas parce qu'il y a l'appétit pour le risque, mais parce que, comme je vous dis, on a ce fameux aplatissement de la courbe des taux cette courbe des taux, c'est énormément aplati hier. On va le voir dans un petit instant. Ce matin, donc, on a le 10 ans, vous voyez, IS qui perd 9 points de base par rapport à hier, 2,95%, pardon. J'ai oublié de modifier le 3, donc c'est bien 2,95% le 10 ans US, donc le 10 ans qui repasse sous le seuil des 3 points de base, sous les 3%, pardon, ce qui est beaucoup. Et donc c'est une belle baisse. Le yen index qui progresse de 0,25%, donc pour un indice, c'est quand même pas mal. Le gold qui est en hausse en raison de la baisse du dollar. Et enfin, le Nikkei, on voit qu'il cède de 39%, parce que forcément, si on a une hausse du yen, eh bien on a une baisse du Nikkei, et le MSCI Emerging Market est en baisse également. Donc, journée plutôt négative qu'il faut s'attendre, je pense, sur les marchés en raison de cet aplatissement de la courbe des taux. Au niveau du calendrier économique, écoutez, c'est assez light. À 9h15, 10h15, pardon, heure française, nous aurons une audition de Jérôme Powell devant le Parlement britannique. Le marché n'attend pas de commentaires, nouveaux de la part du gouverneur de la Banque d'Angleterre. À 10h, à 11h, heure française, nous aurons l'IPP de la zone euro. Et ensuite, bon, il n'y aura pas grand-chose aujourd'hui. Voilà, alors au niveau de la courbe des taux, donc déjà on voit que le dollar sous-performe alors que le yen est en hausse. Ouais, donc ça c'est typiquement de l'aversion pour risque envers les États-Unis. Parce que normalement quand on a de l'aversion pour risque d'une manière globale, on va dire dès qu'on a de l'aversion pour risque sur la zone euro ou sur la Chine ou une région particulière dans le monde, sauf États-Unis, on a le dollar qui, on va dire, réagit comme le yen. C'est-à-dire que le dollar est une devise de refuge. Par contre, lorsque l'aversion concerne les États-Unis, donc avec cet aplatissement de la courbe des taux, eh bien là le dollar forcément n'a plus d'aspect refuge. Et c'est donc le yen qui s'apprécie tout seul. Et donc la courbe des taux, ça ressemble à cela. Donc la courbe des taux, c'est simplement une soustraction entre, donc il y a différentes possibilités, entre le 10 ans américain et le 2 ans. Donc quand on dit 10 ans, c'est le rendement de l'obligation souveraine américaine à 10 années, moins celle à 2 années. Et donc on a cet écart de rendement, vous voyez, qui fut en décembre 2013 de 258 points de base. Donc ça veut dire que on avait 258 points de base de différence entre le rendement long. Le rendement long, c'est le rendement à long terme, et le rendement court, qui est le rendement à court terme. Et là, on n'est plus qu'à 13 points de base. 13 points de base. Si on se met en chandelier, regardez la baisse. La baisse est extrêmement importante depuis hier. Voilà, le 3 décembre, vous voyez, on a ces 13 points de base, c'est pas beaucoup. Et donc la dernière fois, vous voyez, c'était en avril 2007. Je vais simplement vous superposer un indicateur pour ceux qui ne savent pas ce qui s'était passé par la suite. Enfin, tout le monde le sait, mais bon. Voilà. S&P en bleu. Donc courbe des taux qui atteint les zéros. Donc quand on a 0, ça veut dire que finalement, le rendement à 2 ans est identique au rendement à 10 ans. C'est-à-dire que les États-Unis ont des coûts d'emprunt similaires s'ils empruntent sur du court terme ou sur du long terme. Et donc ça veut dire que le marché
eh bien perd en comment dire enfin a des perspectives négatives sur l'avenir proche de l'économie américaine. Et donc là, on avait donc l'inversement. Et ensuite, vous voyez, donc c'était en 2006. Et ensuite, peu de temps après, enfin, on va dire un peu plus d'un an après, eh bien, on a vu le point haut qui a été fait sur le S&P 500. Donc, il y a une statistique disant que, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez ici, inversement, ensuite, ça s'est retendu, ça s'est repentifié. Et ensuite, on avait eu le nouveau aplatissement, nouveau inversement, pardon, peu de temps avant l'éclatement de la bulle tech. Donc voilà, ce fameux seuil des zéros, il est extrêmement suivi parce que si, on va dire, on a cette courbe des taux qui atteint 0, sera clairement, ça indiquera, c'est l'un des signaux, pardon, les plus fiables pour, entre guillemets, prédire d'un crack. Donc pas forcément à moins 50%, mais au moins à moins 30. À moins 30% sur les marchés actions. Donc ça n'intervient pas rapidement. En moyenne, ça prend 6 mois. Je dis bien en moyenne, parce que ça peut être moins, ça peut être plus. Mais voilà, en moyenne, dès qu'on a cet inversement, dès qu'on passe à 0, eh bien 6 mois après, en moyenne, on a le point haut qui est fait sur le S&P et on a le crack. Voilà. Donc cette courbe est extrêmement importante à suivre. Et donc ça va dépendre de l'inflation. Ça va dépendre de l'inflation et du rythme des taux de la Fed. La Fed pourrait stopper son durcissement de sa politique monétaire en raison de l'aplatissement de la courbe des taux. Voilà, donc on a le yen qui surperforme. Forcément, on a les actifs refuges qui s'inscrivent dans le rouge ce matin. Vous voyez donc Eurostoxx, on a eu une belle hausse hier, on a eu un beau gap. Néanmoins ce matin, donc on a une baisse de l'Eurostoxx 50. Support, écoutez, le support, ça va être le R2 du jour, qui se situe, vous voyez, à 3180 points. Au niveau du CAC 40, donc là le pivot, ça va être l'hebdomadaire, c'est un niveau très très important, c'est 5000 points. 5000 points, voilà, c'est un seuil psychologique. Donc 5000 points, voilà, niveau de support, on va dire, pour la journée. Et voilà. Au niveau du DAX, donc vous voyez, on a eu un gap haussier sur le DAX, mais depuis, on va dire, le gap, on a eu qu'une baisse. Donc pour le coup, le R3 hebdomadaire n'était pas du tout une target possible hier. Et donc là, bon, écoutez, ça rebaisse, on revient à 11 400 sur un niveau de support psychologique. Est-ce qu'il faut payer ces niveaux de support? La réponse c'est non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut attendre encore davantage de baisse. Voilà, je vous rappelle, gardons à l'esprit la tendance de moyen et long terme. En journalier, le DAX reste dans ce triangle symétrique qui est formé plutôt de l'oblique support qui vient chercher le point bas de 2011-2015 et de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Donc je vais mettre en hebdo. Ouais, donc on a cet oblique support, la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, donc qui se croisent et ça forme un triangle. Et c'est ce triangle qui va donner une direction au DAX. Si on y sort par le haut, dans ce cas-là, l'objectif sera d'aller chercher les 11 300 points. À l'inverse, si on y sort par le bas, l'objectif sera d'aller chercher les 10 000 points. Alors, Philippe dit bonjour, j'avais raison hier pour le Nikkei beau plongeon. Quelles seraient les cibles sur le Nikkei, s'il vous plaît? Et c'est un signal de vente sur l'USD Yen. Alors, on va commencer par le Nikkei. Le Nikkei qui est en baisse ce matin, en raison déjà de la temporisme et en plus de la hausse du yen. Comme vous savez, la hausse du yen impacte beaucoup le Nikkei. Et donc, le Nikkei au niveau des supports, écoutez, là on est déjà sur un niveau de support, on est sur le pivot hebdomadaire. Si on a un breakout, on pourrait s'attendre à ce qu'on vienne chercher les 21 800 points. 21 800 points qui correspond au S1 hebdomadaire. Voilà, je vais regarder en 4 heures, je vais mettre un RSI en 14 périodes. En 4 heures, donc on n'a pas de signaux
haussier à court terme, en tout cas pour le moment. En horaire non plus. En horaire non plus. Pour le moment, on a une belle baisse en 15 minutes. En 15 minutes, on avait une petite divergence. Fallait la chercher en 15 minutes. Et donc là, on a une baisse. Écoutez, tant qu'on a cette baisse du cours, il n'y a pas de quoi passer à l'achat. Tant que le prix reste sous cette moyenne mobile à 20 périodes, la tendance et le momentum sont considérés comme baissiers. La MACD et le RSI, vous voyez, sont correctement orientés à la baisse. Donc voilà, pour le moment, le Nikkei, je veux dire qu'il y a des niveaux de support. Il y a par exemple le S1 hebdomadaire, comme je dis, à 21 800. Il y a même potentiellement les 21 500. En tout cas, tant que le prix est sous sa moyenne mobile à 20 jours, la question de passer à l'achat ne se pose pas. Voilà. Donc, les indices européens, ça devrait être la même tendance. Alors pas avec la même volatilité. Je pense pas que le Karakou DAX va perdre 2% aujourd'hui, ce qui est le cas du Nikkei. Tout simplement parce que le yen n'affecte pas autant les indices européens n'affecte même pas les indices européens, alors que le Nikkei est particulièrement influencé par le yen. Donc là, ce matin, on a entre guillemets seulement ces incertitudes sur la courbe des taux qui viennent peser sur les indices européens. D'ailleurs, on voit les indices européens finalement qui ce matin ne font pas très attention. Alors là, j'ai le contrat futur. On a un rebond qui est en train de se mettre en place. On a une divergence, vous voyez ici. Donc voilà, prudent sur les indices. Les indices sont assez volatiles. Sur un intraday, c'est compliqué, je pense, à les trader. Donc faites attention en intraday, parce qu'on a quand même pas mal de facteurs qui qui influencent les indices. Je vous rappelle, guerre commerciale, budget italien, Brexit. On a 5 jours de négociation, 5 jours de discussion au Parlement qui commence aujourd'hui. Voilà, on a quand même beaucoup de sources d'incertitudes sur les marchés en ce moment, ce qui fait que les marchés actions sont assez incertains. Voilà, donc soyez très prudents sur ces marchés. Ce qu'il faut regarder à très très court terme, outre l'aspect fondamental avec ces facteurs que je vous cite depuis pas mal de temps, c'est vraiment la courbe des taux. La courbe des taux hier a repris un rôle vraiment très important sur les marchés, sur la psychologie des investisseurs. Donc cette courbe des taux, si elle ouvre donc encore en baisse à l'ouverture des marchés américains, eh bien ça va encore plus inquiéter les investisseurs. Parce que voilà, tout le monde sait que la courbe des taux, lorsqu'elle est plate, est un signe de récession de l'économie américaine. Il me semble que 9 fois sur 11, ça a précédé un crack boursier. Donc voilà, cette courbe des taux est extrêmement importante. En plus de cela, on a le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, paradoxalement, plus il est bon, plus il y a de risque de crack boursier. Voilà, je vais vous faire voir cela. Donc on va mettre un... Voilà, 3,70%. Donc là, on a le taux de chômage américain. Alors, le taux de chômage américain, la courbe des taux, et on va mettre, en plus de cela, donc on va remettre le S&P 500. Bon, on n'a pas l'historique jusqu'à 1950, mais voilà, c'est globalement la même chose qu'on peut retrouver depuis 1950. C'est-à-dire que non, quand même depuis 1989. Vous voyez, taux de chômage en noir, courbe des taux, donc chandelier. Vous voyez que dès que le taux de chômage est faible et que la courbe des taux arrive à zéro, eh bien on a ensuite un crack. Donc là, on ne dirait pas, puisqu'on est sur une échelle linéaire du S&P 500, on avait quand même ici une baisse assez importante du S&P 500. Alors je ne sais pas ça représente combien en pourcentage, mais ça doit représenter, à mon avis, du 30%. Ici, donc pareil, les années 2000 avec l'éclatement de la bulle tech. Vous voyez le taux de chômage où il était extrêmement faible. Il était plus élevé qu'actuellement. Oui, mais il était déjà très très faible. Pareil, en 2007-2008, on avait le taux de chômage extrêmement faible, on avait l'inversement de la courbe des taux, et en fait, on a un second indicateur qui va nous être utile pour prédire une récession, c'est quand le taux de chômage américain va commencer à réaugmenter. Dès qu'il va commencer à réaugmenter ce taux de chômage, eh bien, il faudra faire attention. Donc là, on va mettre une moyenne mobile.
on va dire allez, à 6 mois, donc on va mettre à 6 périodes. Voilà, donc j'ai enlevé le taux de chômage mensuel, j'ai mis une moyenne à 6 mois du taux de chômage, et vous voyez que dès que le taux de chômage commence à augmenter, sur une moyenne à 6 mois, là on est sur une moyenne à 6 mois, donc dès que ça commence à augmenter, eh bien c'est mauvais signe pour le marché action. Donc voilà, seconde chose qu'il faut regarder avec la courbe des taux, c'est ce que va faire le taux de chômage lors des prochains mois. Parce que si le taux de chômage commence à augmenter, parce qu'il va pas pouvoir atteindre zéro le taux de chômage, quand le taux de chômage va commencer à augmenter, il faudra faire encore plus attention sur le marché à l'action. Voilà. Et d'ailleurs, en plus de cela, si on pousse un petit peu l'analyse plus loin, techniquement, le S&P 500, le S&P 500 en hebdo ou en mensuel, plutôt en mensuel même. En mensuel, on retrouve des configurations assez similaires que ce qu'on avait connu, vous voyez, en 2015. Donc en 2015, ça n'a pas été très important parce que c'était une baisse que de 15%, mais on a la même configuration que ce qu'on avait, vous voyez, en 2007 avec une divergence baissière ou ce qu'on avait en 2000. Donc voilà, on a quand même de plus en plus de signaux, que ce soit d'un point de vue macroéconomique ou d'un point de vue de l'analyse technique du S&P 500, qui sont en défaveur d'un nouveau bull market. Maintenant, encore une fois, depuis ce que j'ai depuis maintenant pas mal de temps, j'ai d'ailleurs écrit un article dessus en août de cette année. Eh bien, tant qu'on n'a pas la cassure voilà, de ce support des 2530, je veux dire qu'on reste avec un gap avec une orientation haussière sur le S&P 500. Donc, ça me semble risqué de shorter les indices actions maintenant dans le but d'anticiper un crack. Vous voyez, parce qu'on n'a pas forcément fait le point haut. Vous voyez, peut-être qu'on est en train de faire une épaule tête épaule. Vous voyez, on est encore très loin d'avoir complété cette pattern. Donc, si elle est complétée cette pattern, vous voyez, ça se trouve, on va avoir un nouveau plus 10%. D'accord, on peut avoir un remake de 2015. Je rappelle, en 2015, on avait une baisse de 15%. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que on va pas avoir un remake de 2015? Eh bien, c'est parce qu'en 2015, d'un point de vue macro, eh bien, vous voyez qu'en 2015, on avait la courbe des taux qui était loin, donc la courbe des taux c'est en chandelier, qui était loin des zéros. On a donc zéro, c'est l'aplatissement entre le 2 ans et le 10 ans. Donc, la courbe des taux n'était pas plate, et le taux de chômage était c'était pas le plein emploi. Donc, on n'avait pas la même situation, on n'avait pas la même tension sur l'économie américaine. Là, le marché américain, il est tendu, que ce soit d'un point de vue macroéconomique que microéconomique avec les capitalisations boursières. Donc voilà, S&P 500, j'aurais dire, tant qu'on n'a pas la cassure des 2530 points, je resterai optimiste sur l'avenir proche du S&P 500. Et donc voilà, pour S&P 500, la courbe des taux, je pense que c'est pas le moment de s'attendre à un crack des marchés. Il y en a peut-être qui commencent à l'anticiper. C'est à vous de voir. Maintenant, pour moi, je trouve ça trop risqué de commencer à s'attendre à un crack. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un cycle très très mature avec des fondamentaux très tendus. Et donc là, on est peut-être finalement en train de faire une pattern de retournement, comme une épaule tête épaule. C'est possible que nous sommes en train de le faire. Mais d'ici là, on a encore pas mal de semaines, quelques mois à mon avis, avant de d'avoir un crack boursier. Vous voyez là déjà sur le RSI, sur un MACD, on a une divergence haussière en journalier, donc c'est du plus court terme que de l'hebdo ou du mensuel, ce qui pourrait nous permettre de revenir chez les 2900 points. Voilà, donc moi sur les marchés actions, je reste d'ici la fin de l'année plutôt optimiste, tant que voilà les 2600, 2530, cette zone d'une 70 points pardon, eh bien est sauvegardée par le marché. Et donc même topo sur le CAC, le DAX, etc. Je pense que le DAX n'enfoncera pas ses 11 000 points tant que le S&P n'enfoncera pas ses 2600, 2530 points. Donc au niveau du Forex, l'USD Yen, qu'est-ce que nous dit l'USD Yen? Eh bien l'USD Yen est en baisse. Comme vous pouvez constater,
il semblerait qu'il est en train de s'inscrire dans un canal. En tout cas, on est dans un triangle avec 4 points de contact. C'est ce qui est nécessaire pour former un triangle. Alors si je devais être plus précis, vous voyez à court terme, je tracerais un triangle comme celui-ci. Vous voyez, donc là on a le canal, on y est sorti à plusieurs reprises, donc on peut remettre clairement en doute cette oblique support. Par contre là on a une oblique avec 2 points de contact, donc 1, 2, 3, 4 points de contact, c'est un triangle. Là on a fait un triangle. Donc le breakout donnera une nouvelle direction. Si on a un breakout de cette oblique, ce sera un signal baissier en direction des 110 points. Le DXY, on voit le DXY qui a cassé pas mal d'obliques, de lignes de tendance haussière hier. Donc on a pas mal d'obliques, vous voyez, que j'ai tracé avec ces différents points bas depuis le mois d'octobre. Donc voilà, on a eu quand même pas mal de signaux baissiers hier. Ce qui est sûr, c'est que le DXY n'est plus haussier à court terme. Maintenant, est-ce qu'il est baissier? Ça, c'est une question d'interprétation. Moi, voilà, on a un beau chandelier ce matin. Comme vous savez, je porte une attention particulière à la clôture. Donc, si on a une clôture ce soir, comme le chandelier actuel, c'est-à-dire sous la moyenne mobile à 20 périodes et sous ses obliques, dans ce cas-là, j'aurai de quoi vendre le dollar avec forte conviction. Et le yen s'avérerait une très bonne devise dans ce contexte, puisque l'aplatissement, la courbe des taux aux États-Unis soutient l'aversion pour risque et donc le yen. Voilà. Maintenant, comme vous savez, l'AUD et le NZD sont deux devises qui me semblent déjà intéressantes depuis la semaine dernière à payer face au dollar USD. C'est deux exceptions. Je ne paierai pas l'euro face au dollar, je ne paierai pas le GBP face au dollar, ni le franc suisse face au dollar. Vraiment, les devises européennes me semblent encore trop incertaines d'un point de vue politique et technique. On voit l'euro-dollar qui est toujours dans un triangle. Vous voyez, dans un triangle. Alors oui, ça rebondit ce matin. Maintenant, à vous de voir si vous voulez, si vous pensez qu'on a fait le point bas ou non. Moi, en tout cas, techniquement, je vois qu'on est dans un triangle, donc j'attendrai le breakout pour suggérer, voilà, une reprise, une tendance haussière vraiment majeure. Faut peut-être prendre un petit peu de recul en se mettant sur de l'hebdo. Et sur de l'hebdo, vous voyez, on a une importante divergence, haussière sur l'euro-dollar et même sur la plupart finalement des paires majeures. Hein. Donc des divergences qui sont en défaveur du dollar. On a des euro-dollars divergence haussière. Maintenant, vous voyez que le RSI est quand même loin de 50. Il faudra que le RSI clôture au-dessus de 50 pour que ça renforce le biais haussier. Le DXY en hebdo, bien c'est l'inverse. C'est une divergence baissière. Maintenant, vous savez que une simple divergence n'est pas suffisant. Il faut des confirmations du prix. Donc, c'est pour ça que j'attends vraiment que la moyenne mobile à 20 périodes soit dépassée. Là, on a une moyenne mobile à 20 semaines. Ça aussi, ça peut être un signal baissier. Donc voilà, on a des tas de signaux baissiers qui peuvent être donnés par le prix. C'est à vous de choisir le vôtre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a des divergences de momentum en défaveur du dollar, visibles sur le DXY, sur l'eurodoll. Le GBP, même le GBP, on a une divergence, vous voyez, haussière, creux de plus en plus bas sur le prix, creux de plus en plus haut sur le RSI. L'USD Yen, on n'a pas de divergence. Alors, très très légère. Regardez. Si je dois prendre le prix de clôture, vous voyez que c'est légèrement orienté à la hausse. Pour ceux qui ne le voient pas très bien, eh bien, je vais étendre. Vous voyez, c'est orienté à la hausse. Alors que ici, on a clôture orientée à la baisse. Donc là, c'est assez flagrant. Donc on a une très légère divergence. Mais même sur le SDN, on a une divergence. Donc voilà, c'est peut-être la fin du bull market, du billet vert. Mais encore une fois, moi je me fie avant tout à l'analyse technique. Et pour le moment, que ce soit l'eurodoll, l'USD yen, eh bien, on est dans des triangles. Donc attendons, je pense, le breakout. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Et si on a le breakout, par exemple, on a une clôture sous cette oblique, ça sera un signal de vente en direction des 110 et on va pouvoir placer un stop au-dessus du récent sommet. Voilà, ce qui nous permettra d'avoir un ratio risque-rendement assez intéressant, vous voyez, puisque voilà, ça ferait un risque d'environ 130 pips pour potentiellement 330. Donc vous voyez, ça fait quand même un ratio risque-rendement proche de 3, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc tout cela nourrit bien évidemment par l'aplatissement de la courbe des taux. Si on a un aplatissement vraiment de la courbe des taux, donc aplatissement c'est 0. Si la courbe des taux est plate ou même s'inverse,
c'est vraiment le yen qui va en profiter le plus. Regardons un petit peu ensemble. Donc là, on va partir en étude, enfin l'étude. Vraiment, oui, en étude. Donc là, on a la courbe des taux, je vous rappelle. Et ce qu'on va faire, donc, on va regarder la plupart, enfin, ce qu'on fait, comment on réagit les paires majeures lorsqu'on a eu cet aplatissement de la courbe des taux. Donc, pour vraiment vous briefer en détail, là, on a un aplatissement. Là, dès qu'on est en dessous de zéro, on a un inversement de la courbe des taux. Et là, c'est ce qu'on appelle une pontification. Enfin, une pontification. La courbe des taux se pontifie. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle devient de plus en plus pointue. Voilà. Et donc quand on est sous zéro, on parle d'inversement. Voilà, donc il y a bien 3 phases à connaître. L'aplatissement, dès qu'on a zéro, la courbe des taux est plate, en dessous, c'est inverse, et au-dessus, et dès qu'on a une hausse de cette courbe, enfin de cet écart, de ce spread, eh bien on a une courbe des taux qui se pontifie. C'est le jargon. Hein. Donc regardons euro-dollar, regardons GBP-USD, regardons USD-Yen, puisque c'est les principales paires majeures. Donc USD-Yen que nous allons mettre en orange. Nous allons mettre le GBP-USD en rouge. Et nous allons mettre l'euro-dollar en bleu. Voilà, et donc on a l'aplatissement. Et vous voyez que c'est globalement, bon, on a le yen ici qui profite. Alors, on va se mettre par rapport au point haut, vous voyez, de ce point haut de cette courbe des taux. Alors, le mieux, ce serait de comparer, probablement. Le mieux serait de comparer, je pense. Voilà, donc, lors de l'aplatissement de la courbe des taux, on voit clairement que le dollar, c'est le yen, pardon, c'est le dollar qu'on a profité. Par contre, dès qu'on a eu l'inversement, à ce moment-là, vous voyez là, on a eu l'inversement et on a eu la pontification, et bien c'est le yen qui a gagné le plus de terrain. Et c'est à ce moment-là où on a eu le crack boursier. Hein. Je vous rappelle, c'est pas au moment où on a croisé vers le bas, mais c'est peu de temps après. Alors c'est pas le croisement à la hausse, mais c'est peu de temps après qu'arrive le crack. Donc dès qu'on aura en fait le croisement à la baisse de zéro, donc ça veut dire qu'on aura un inversement de la courbe des taux, on pourra privilégier l'achat du yen puisque quelques temps après, on aura le yen qui va de loin surperformer le FX. Vous voyez, on part de tout en haut sur le yen et finalement, on est en bas de toutes les autres devises. Donc, à un certain moment, après l'inversement de la courbe des taux, c'est le yen qu'il faudra privilégier. Pourquoi? Eh bien parce que si je modifie, voilà, j'enlève l'euro-dollar à la place, je remets le S&P. Vous voyez que le S&P baisse, USD yen baisse. Donc le yen s'apprécie. Et vous voyez que là, le crack sur le S&P se fait peu de temps après l'inversement de la courbe des taux. Donc là, en l'occurrence, c'était un peu plus d'un an après. Mais si on vient dans les années 2000, S&P en bleu. Alors là, pour le coup, attendez. Alors là, pour le coup, le dollar s'était apprécié, vous voyez, après lors de la pontification, ce qui n'était pas le cas lors de l'aplatissement. Mais si on regarde en 2008, c'est assez net. On avait eu l'inversement, le dollar a chuté, le S&P a chuté, le yen en a profité. Donc voilà, vraiment la courbe des taux, c'est ce qui devrait vraiment faire varier le dollar à court terme, puisque la Fed, et on a déjà des membres de la Fed qui ont clairement indiqué récemment, il me semble que c'était en fin de semaine dernière, vendredi, on a des gouverneurs de certaines réserves fédérales qui ont clairement indiqué qu'ils regardaient la courbe des taux. Or c'était hier, c'était un gouverneur d'une réserve fédérale, je ne sais plus c'est qui, et qui était un ancien banquier de Goldman Sachs, et qui a dit qu'il regardait plusieurs fois par jour la courbe des taux. Voilà. Donc clairement la courbe des taux, c'est un indicateur à surveiller. En tout cas, si on revient, excusez-moi, analyse technique, je resterai pour un moment prudent sur la vente du dollar, puisque techniquement l'USD yen
ou l'eurodoll sont dans des triangles. Et tant qu'ils seront dans ces triangles, je resterai neutre sur ces deux paires. Maintenant, encore une fois, deux devises qui me semblent avec un potentiel intéressant dans ce contexte, enfin grâce à cette trêve commerciale. Alors de toute façon, c'est une trêve commerciale, hein, on n'a pas eu d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. C'est les devises commodities, avec surtout l'AED et le NZD. La NZD continue à progresser ce matin. Vous voyez le NZD 0,110. Donc là, pour le coup, vous voyez, ça fait quand même pas mal de quelques semaines maintenant qu'on est sur le NZD dollar. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut prendre ces bénéfices à 0,110? Écoutez, pourquoi pas prendre une partie, mais comme vous savez, comme vous connaissez le fameux adage, laissez couvrir les gains. Donc voilà, en tout cas, sécurisez une partie de vos positions, remontez votre stop, voyez, pour sécuriser une partie des gains, prenez une partie des bénéfices, mais quand vous êtes dans la tendance, pourquoi, voilà, ça peut être quelque chose. Après, c'est à vous, c'est votre stratégie de trading, vous savez mieux, voilà, vous savez, vous connaissez, mais vous pouvez très bien essayer de courir vos gains. Voilà, donc NZD USD, c'est toujours haussier. Il y a un potentiel haussier au-dessus de 0,70. Il y a vraiment un potentiel haussier. On peut très bien aller chercher les 0,72. D'accord? Rien ne nous dit qu'on va avoir un renversement à 0,110. Pour un moment, vous voyez, en journalier, c'est haussier. En 4 heures, c'est haussier. Donc, pour un moment, on n'a pas de divergence. Que ce soit sur la RSI, la MACD, aucun. La UD, même topo. La UD progresse, alors plus lentement que la NZD. Mais voilà, la UD progresse, direction 0,74, 50, puis 0,75, 78, etc., etc. Concrètement, tant que la UD USD est au-dessus de cette moyenne mobile, à 20 jours et même au-dessus de cette oblique, je resterai haussier sur cette paire. La UD NZD qui est revenu tester le bas de son triangle de très long terme. Je ne sais même pas si on peut parler d'un triangle. Alors ça ressemble à un triangle, mais vous voyez que là on était sorti quelques temps en 2017. Mais enfin bref, on est venu tester cette oblique support qui a été prouvé à de multiples reprises. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 points de contact quand même, c'est beaucoup pour une oblique. Là, on est en train de faire le 5e. Donc, bien évidemment, la réaction du marché sur celle-ci sera importante à suivre. On avait une divergence la semaine dernière, ce qui n'est plus le cas. Ah si, c'est le cas actuellement, pardon. Regardez, creux, 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 de plus en plus haut, creux, 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 de plus en plus bas. Donc, encore une fois, une divergence toute seule, c'est pas suffisant pour passer à l'achat. Par contre, si le RSI commence à passer au-dessus de 50, ça serait le moment de passer à l'achat, ou même si simplement le prix passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Voilà, si le prix passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, pourquoi pas passer à l'achat sur l'AUD NZD et donc privilégier l'achat AUD USD plutôt que le NZD USD. Voilà, dernière fois qu'on a eu ce genre de mouvement, alors là on n'avait pas eu de divergence haussière en avril 2011, donc on va regarder ici. Vous voyez ici on avait une divergence quand même assez flagrante, creux de plus en plus bas, de plus en plus haut sur le RSI ou la MACD, creux de plus en plus bas sur le prix. Et ensuite on a eu le breakout de la moyenne mobile à 20 périodes. On peut même mettre par exemple les bandes de Keltner, vous savez que j'apprécie les bandes de Keltner. Voilà, bande de Keltner, 10 périodes, on attendait le breakout par exemple ici ou ici pour passer à l'achat. Donc là, ça peut être, on peut faire globalement la même chose. On attend la cassure au-dessus, soit la moyenne mobile à 20 périodes, mais bon, si elle est à plate, la moyenne mobile à 20 périodes ne sert plus à rien. C'est un indicateur de tendance. Par contre, donc si on commence à ranger avant le rebond, eh bien, ce sera la bande supérieure de Keltner qui pourrait donner un signal d'entrée sur l'AUD NZD. Voilà, donc AUD NZD, concrètement, à surveiller lors des prochaines séances parce que un rebond est de plus en plus probable. En tout cas, on arrive à un niveau de timing assez important. Donc, sur le Forex, si je devais un petit peu résumer, statu quo sur l'euro-dollar, le GBP USD, l'USD Yen, voilà, alors que l'AUD, le NZD ou même le CAD, finalement, me semble possible d'acheter. Vous voyez que le CAD a donné un signal baissier, comme j'ai dit hier, si ça clôturait en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, eh bien, c'était un signal baissier. Donc là, on a eu notre signal baissier à la clôture hier soir, on a une divergence baissière, donc concrètement, on a un cocktail de signaux bearish assez intéressant. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un canal, je dirais plutôt que, alors, je vais modifier, mais ça ressemble plutôt à un biseau, vous voyez. Dans l'esprit, dans l'idée, on a un biseau. Voilà. Donc, biseau, figure de retournement. Et donc là, on vient concrètement aller utiliser des retracements de Fibo. 38% premier objectif, 50 sera le second, puis 61,8 sera le troisième, etc., etc. Donc, 1,32 à peu près,
puis 1,3070, viendra ensuite 1,30. Voilà les différents objectifs baissiers pour le USD-CAD. Donc le USD-CAD, c'est possible de passer à la vente sur cette paire. Voilà, donc USD-CAD vente, AUD-USD toujours à l'achat, NZD-USD toujours à l'achat. Les devises européennes, je reste à l'écart pour le moment. On voit que les commodities rebondissent, continuent à rebondir ce matin. Alors c'est surtout porté par la baisse du dollar USD, ce qui permet à l'or, vous voyez, de tester les 1238, son plus haut presque de ces derniers mois finalement. Je vous rappelle avant tout l'or, moi ce que je surveille, c'est DXY. Et je rappelle, si DXY clôture sous cette moyenne mobile à 20 jours en noir et même sous ses obliques, on peut même peut-être, genre je remets, excusez-moi, les bandes de Keltner, peut-être qu'on peut avoir un signal baissier. Non, on n'a pas de signal baissier, mais bon, si on a une clôture inférieure, ça va également renforcer, enfin une clôture en dessous de la bande inférieure, excusez-moi, ça renforcera encore une fois le biais baissier sur le dollar, sachant qu'on a des divergences, je le rappelle, sur le DXY. Donc on utiliserait dans ce cas-là les retracements de Fibonacci. Le premier objectif serait un retour à 95 points à peu près, puis viendra ensuite les 94. Voilà. Donc, et si c'est le cas, c'est-à-dire que l'or a des chances vraiment importantes de surperformer. Parce que si on a en plus de cela de la version pour risque, comme on le voit avec le yen, qui est quand même acheté ce matin, l'or va être non seulement nourri par la baisse du dollar, mais en plus par la version pour risque. Donc l'or sera un actif à clairement privilégier. Et on pourrait s'attendre à, si on a un breakout des 1238, concrètement, si on a une clôture au-dessus de ce niveau de prix, ça serait un signal haussier en direction des 1260. Voilà, donc l'or, pareil, on est sur un niveau timing extrêmement important. D'ailleurs, pour que vous sachiez, souvent, c'est les renversements du dollar, du DXY, qui donnent des nouvelles tendances sur les marchés. Alors, je reviens en question, excusez-moi, j'ai un peu mis de côté question. Alors, 1,40 euros. Alors, 1,40 euros, peut-être pas, mon cher François. Ça me semble beaucoup trop élevé, hein, 1,40. Donc non. Si on a un rebond de l'euro, à mon avis, ça se fera jusqu'à 1,18. Pourquoi pas un 20, mais voilà, c'est encore beaucoup. Enfin, après tout est possible, vous savez, un 40, ça peut être fait dans peut-être dans 5 ou 10 ans, vous voyez, mais personne peut. Enfin, je pense que personne peut prédire que l'euro atteindra un 40 dans 10 ans, vous voyez. Donc voilà, je ne suis pas du tout là-dessus. Déjà, si on a un rebond jusqu'à 1,18, ça serait très bien. Se pourrait-il que le DAX vienne de faire son retracement de la hausse post-G20 0,5% de Fibo? Oui, totalement. C'est totalement possible, Brice. Quand on a un bond comme cela, eh bien, ça peut être, oui, l'objet d'un repli très rapidement. Comme vous savez, la fameuse euphorie, dès qu'on a une euphorie, c'est corrigé de toute façon assez rapidement. Voilà. Donc c'est possible que le DAX, il est revenu à 11 400. Et je vous avais dit hier que voilà, pour ceux qui s'intéressent à passer à l'achat sur le DAX, attendez attendez une baisse parce que il y en aura une. Dès qu'il y a un gap aussi important, un excès aussi vraiment important, on a une correction qui se fait. Donc là, on est déjà à 11 400. Voilà, c'est possible qu'on achète les 11 300 points. Je ne dis pas qu'il faut attendre de payer pour payer 11 300 points, mais encore une fois, d'un point de vue d'analyse technique, on est dans un triangle. Donc tant qu'on est dans ce triangle, concrètement, eh bien, si on est en haut de celui-ci, si on teste la borne haute, j'aurais plutôt une perspective pessimiste malgré le fait qu'on ait une trêve commerciale. Voilà, c'est qu'en cas de breakout de ce triangle que on pourrait anticiper un retour à 11 150, puis 12 000, etc., etc. Alors, Eddie qui me dit bonjour. Alors, merci Valentin, grâce à vous, j'apprends à être patient, je me jette plus tête baissée. Voilà, faut être patient. De toute façon, hein, c'est de l'argent qu'on traite, donc voilà, faut pas non plus jouer avec. Alors, le GBP Yen. Alors, GBP Yen, bon, GBP Yen. Bon, vous savez que les paires en GBP, j'essaie de les éviter pour le moment parce que voilà, on s'approche du fameux 11 décembre. 11 décembre, date du vote du Parlement britannique sur ce texte. Personne ne sait si ce texte va être approuvé ou non. Honnêtement, il y a des grosses incertitudes. Ne pensez pas que ce texte, enfin, à part peut-être vous avez vos raisons, vos informations, mais en tout cas, ça va être extrêmement compliqué pour que le texte soit voté par le Parlement britannique. Ce n'est pas impossible, rien n'est impossible, mais ça ne va pas être, ça va pas être facile. Donc, voilà. C'est pour ça que le GBP, moi, je le trouve assez incertain.
Maintenant, si on suit à l'analyse technique du JBP-Yen, on voit qu'on est dans une tendance baissière parce qu'on a des creux, des sommets de plus en plus bas. Quoique les creux pour le moment, eh bien, sont maintenus. Vous voyez, mais on voit, regardez. Alors, donc 1, 2, 3, 4 points de contact. On a notre triangle. Ça y est, on a notre triangle. Le breakout donnera une nouvelle direction. Voilà. Maintenant, si on a un breakout à la baisse, mais que mardi prochain, on a un vote du Parlement, il y a de fortes chances que le GBP-Yen ensuite rebondisse de 100 ou 200 pips. Vous voyez. Donc, voilà, GBP, honnêtement, prudence. Là, actuellement, on teste la borne de base d'un triangle. Si on a le breakout, ce sera techniquement un signal baissier. Maintenant, voilà, je vous ai prévenu. Le 11 décembre, on a le vote du Parlement britannique sur le texte du Brexit. Si le texte est approuvé, il y a de fortes chances que le GBP prenne 100 ou 200 pips face à la plupart des devises. Donc GBP USD progresse de 200 pips, voilà, l'euro GBP peut-être un peu moins parce que l'euro en profiterait un petit peu également. Mais voilà, dans l'idée, le GBP sera une devise qui surperformera si on a un accord. Par contre, si on a le Parlement qui rejette le texte, là par contre, le GBP, il va chuter quand même beaucoup. Ouais, donc, François qui me dit 1,14. 1,14, donc pas 1,40. 1,14, donc. Oui, 1,14 c'est possible à l'intérieur du triangle. Honnêtement, on peut faire ce que l'on veut. C'est-à-dire que, voilà, on est en bas du triangle, on peut s'attendre à un retour à 1,14, même 1,14,30, j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ce que va faire l'euro-dollar à la sortie de ce triangle. Est-ce qu'il va sortir par le bas ou est-ce qu'il va sortir par le haut? S'il sort par le haut, le premier objectif, ça sera les 1,15, mais viendra ensuite les 1,1640, puis 1,18. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de ce triangle, on peut faire ce que l'on veut. C'est-à-dire que voilà, on a un 14 qui est à privilégier. Bien évidemment, on a le biais haussier qui est à privilégier, puisqu'on a l'aplatissement de la courbe des taux des États-Unis. Et on voit que le DXY vraiment souffre, pour le coup. Le DXY, on voit qu'on a, voilà, on est dans une configuration plutôt délicate. Nous sommes dans une configuration délicate. Voilà. D'ailleurs, attendez, si je devais tracer un petit peu tout ça au propre, vous voyez le triangle, donc on a sommet, sommet. Voilà, regardez ce triangle. Sommet, creux, sommet. Donc creux, sommet, creux, sommet. 4 points de contact. On a notre triangle. Voilà. Donc c'est à l'image de l'eurodoll finalement. C'est à l'image de l'eurodoll. Donc ensuite on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire soit on paye, on trade à l'intérieur de ce triangle, ce qui est assez risqué, ou soit on attend le breakout qui donnera une nouvelle direction. Un nouveau signal. Voilà. Alors je viens aux commodities. Donc comme je vous l'ai dit, l'or, si on a le breakout des 1238, si on a vraiment le chandelier qui clôture au-dessus des 1238 et je dirais même plutôt au-dessus des 1240, ça serait un signal haussier jusqu'à 1260 $. Au niveau des barils de pétrole, du coût pétrole, donc là ça spécule énormément, puisque je vous rappelle, ce week-end, donc on a eu la trêve commerciale qui est positive pour le coût de pétrole, mais on a en plus une région du Canada, l'Alberta, qui a annoncé un gel de la production de 325 000 barils par jour. Ce qui est quand même beaucoup, 325 000 barils par jour. Et en plus de cela, jeudi, vendredi, on a l'OPEP et ses alliés avec la Russie qui vont se réunir pour décider d'un gel de la production. On a déjà Vladimir Poutine et Mohamed Ben Salam qui ont annoncé lors du G20 ce week-end qu'ils allaient refaire un gel de la production. Donc la question d'un gel de la production ne se pose même plus. Ce que tente de savoir le marché, ce dont il price, eh bien c'est vraiment le montant. Actuellement, ce qui se dit, c'est 1 million de barils par jour. Est-ce que ça va être plus? Est-ce que ça va être moins? Si c'est moins, le pétrole ne va pas vraiment en profiter. Par contre, si on a un jet de la production supérieur à 1 million, là, il y a de quoi ce que le pétrole progresse. Maintenant, est-ce que les États-Unis vont laisser faire l'Arabie Saoudite de ce jet de la production? C'est la grande question. Parce qu'on a quand même, on va dire, Donald Trump qui souhaite un pétrole beaucoup plus faible et qui critique énormément l'OPEP depuis qu'il est président. Hein. Regardez, si vous êtes sur Twitter, vous n'avez pas raté ses tweets. Hein, qui critique énormément les cours de pétrole qui sont soutenus artificiellement par l'OPEP, etc., etc. Donc, Donald Trump qui a clairement une position contre l'OPEP, contre leur politique.
Mais dans le même temps, bon, l'OPEP, c'est qui le premier producteur? C'est l'Arabie Saoudite. Et qui est-ce qui a vendu pour 110 milliards de dollars d'armement à l'Arabie Saoudite l'année dernière? C'est les États-Unis. Donc Donald Trump est dans une position assez délicate. Est-ce que Donald Trump va froisser les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite? Donc pour faire baisser les cours de pétrole, mais potentiellement perdre son contrat d'armement d'une centaine de milliards de dollars. C'est un petit peu le dilemme dans lequel Donald Trump est et que le marché est très curieux de connaître. Parce que voilà, est-ce que finalement c'est l'intérêt de l'industrie américaine qui va être privilégié, donc maintenir le contrat et euh, se faire petit au niveau des cours de pétrole, ou est-ce que Donald Trump va continuer à critiquer, quitte à remettre, à perdre ce contrat d'armement, parce qu'il n'est pas figé ce contrat d'armement, euh, et donc voilà, donc au privilégier le peuple américain, le pouvoir d'achat des Américains. Voilà, c'est un petit peu la question qui se pose et que personne ne sait vraiment. Hein, donc voilà, ce sera très important de suivre un petit peu de voir comment Donald Trump va réagir. En tout cas, le premier facteur, c'est vraiment le gel de la production en fin de semaine. Quel montant va être ce gel de la production? C'est ce dont le marché tente d'anticiper pour le moment. À mon avis, pour le moment, on entend beaucoup du 1 million de barils par jour. Si c'est plus, encore une fois, ce sera un facteur haussier. Si c'est moins, ce sera un facteur baissier. Le mieux, donc, c'est de se fier à l'analyse technique. On a les bandes de Kantner qui peuvent nous aider. Si on a un breakout des 50 dollars sur le brut, ça serait un signal baissier. Par contre, si on a une clôture au-dessus de la bande supérieure de Kantner ou même au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ça serait un ou deux signaux haussiers qui permettraient de passer à l'achat. D'autant plus qu'on a une divergence haussière sur le RSI et la MACD qui se croisent. Donc pour le moment, on est en faveur d'un rebond. Mais voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vous positionner sur le cours de pétrole juste avant l'OPEP. C'est à vous de voir. Et au niveau du Brent, eh bien écoutez, c'est même topo, sauf avec des prix différents. Mais concrètement, le Brent, s'il passe sous 58,50, ça serait un signal baissier pour le Brent. Et à l'inverse, si on a une clôture au-dessus de la bande supérieure de Kantner ou au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ce serait un signal haussier. D'autant plus que, comme le WTI, on a une divergence haussière et la MACD qui se croisent. Voilà. Donc nous sommes sur un point de retournement du marché concrètement, que ce soit sur le forex, les indices, etc. C'est vraiment très tendu, on le voit. Là, le placement de la courbe des taux qui est clairement un indicateur qu'il faut que vous surveillez. Donc je vous envoie la formule, donc disponible hein, sur TradingView. Vous voyez US10Y moins US02Y. Je vous envoie cette formule. Alors au sujet du Dow Jones baissier, alors Dow Jones comme le S&P, comme le DAX, concrètement c'est haussier tant qu'on est au-dessus des supports critiques, le fameux 2530 sur le S&P 500. Donc tout dépend de l'horizon de temps. Donc là que vous me demandez, là le S&P, les futurs américains sont sous pression à cause de l'aplatissement de la courbe des taux. Je rappelle, l'écart entre le rendement à 10 ans et le rendement à 2 ans américain a chuté quand même de 8 points de base hier pour être un plus bas d'une décennie. Ce qui est quand même un facteur inquiétant pour les investisseurs vraiment qui connaissent vraiment ce que représente la courbe des taux. C'est pas un indicateur vraiment petit, faible. Vous voyez, c'est vraiment un indicateur que le marché porte une attention particulière. Donc, Dow Jones au futur est sous pression à cause de cet aplatissement. Maintenant, est-ce que ça va remettre en cause, ça va totalement annuler l'effet positif de la trêve commerciale? Écoutez, moi, j'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais en tout cas, techniquement, on a une divergence sur la MACD, on a le rebond. Je pense que c'est normal qu'on ait une petite correction avant une nouvelle impulsion haussière. Vous voyez, encore une fois, les V-bottom, ça n'existe que très rarement sur les marchés actions. Donc là, sur le dos, on peut utiliser des retracements de Fibonacci. Oui, on a 38, on a 50% qui peuvent être retracés de cette hausse. Mais voilà, à long terme, moyen long terme, tant qu'on a ces plus bas à 24 000 et quelques qui sont sauvegardés, moi, le Dow Jones resterait haussier. Bien que sur du très long terme, si on se met sur du mensuel, tout comme le S&P, on a vraiment un RSI, des signaux baissiers majeurs. Bon, donc tout dépend de l'horizon de temps que vous me demandez. À court terme, une respiration me semble clairement envisageable. Déjà parce qu'on a eu un important momentum haussier hier, mais également la semaine dernière. Vous voyez que la semaine dernière, on a eu
voilà, on a eu un rallye, hein. Le Dow Jones qui a pris 5%, il me semble, la semaine dernière. Donc c'est énorme. Donc une phase de respiration euh, me semble nécessaire, on va dire, avant de reprendre une hausse. Si on regarde un petit peu dans le passé, euh, en juin, donc vous voyez, on a eu un bull market ici, une correction, une nouvelle hausse, une correction, vous voyez, etc., etc. Donc, mais pourtant, on a fait des sommets de plus en plus hauts. Vous voyez la correction de quoi, de 61%, correction ici de 50%, voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un bull market comme ce qu'on a connu en 2017. Un, parce que voilà, on a beaucoup plus de facteurs de volatilité, et en plus la volatilité est amenée à augmenter puisque les politiques monétaires des banques centrales commencent à se durcir. Et donc qui dit durcissement de la politique monétaire, des politiques monétaires, dit moins de liquidité sur les marchés, et la liquidité, c'est l'allié des marchés actions. Moins on a de liquidité, plus on a de la volatilité. Et plus il y a de la volatilité, moins c'est bon pour les marchés actions. Voilà. Donc 2018 est un tournant, puisque depuis 2018, on a une politique monétaire globale, si on réunit les principales banques centrales, qui devient qui se durcit, qui n'est plus accommodante. Donc on n'a plus une injection de liquidité dans le marché en net, vous voyez, si on doit faire la balance en net, eh bien la liquidité diminue sur les marchés. Voilà, donc tout ça pour dire que le Dow Jones à court terme, Dow Jones, S&P, voilà, à court terme, les indices pourraient, oui, très bien retracer une partie de leur hausse de la semaine dernière. Le DAX, encore une fois, tant qu'il est dans ce triangle, eh bien, il n'y a pas vraiment de direction. Il est neutre, ce DAX, tant qu'il est dans ce triangle. C'est que la sortie qui nous donnera une nouvelle direction. Donc voilà, wait and see, je dirais. En tout cas, ce qui semble de plus en plus certain, c'est vraiment l'affaiblissement du dollar USD. Et si on a notre fameux signal baissier sur le DXY, ce soit à la clôture, sous la moyenne mobile à 20 et en dessous du triangle, ce serait idéal pour vraiment shorter le dollar face eh bien au yen, mais c'est concrètement déjà possible face à l'AUD, le NZD ou le CAD. Donc pour moi, c'est vraiment ça c'est vraiment ces devises qui sont les plus intéressantes sur les marchés pour le moment. C'est vraiment l'AUD, le NZD, le CAD. Donc voilà pour ce point de marché. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine puisque c'est mon dernier point de marché de la semaine. Voilà, je ne serai pas présent mercredi, jeudi ou vendredi. Donc voilà, je vous dis à lundi. Très bonne semaine à vous. Soyez prudents sur les marchés puisqu'il y aura quand même pas mal de sources de volatilité avec l'OPEP en fin de semaine. Donc voilà, prudence. En plus, on a simplement l'audition de Powell qui était prévue mercredi a été reportée à cause du décès de Bush la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Donc voilà, l'audition de Powell est reportée. Il n'y a pas de date pour le moment. En tout cas, je n'ai pas vu de date. J'ai vu que ça a été reporté, mais donc demain soir, il n'y aura pas d'audition de Powell. Voilà. Peut-être ce sera jeudi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pourrai pas être là pour vous le dire puisque je serai absent. Donc, renseignez-vous. Mais en tout cas, soyez prudents et je vous souhaite une excellente semaine.